Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission À l'origine. Chaque année, du 15 novembre au 15 décembre, l'appel national pour la Tzedaka organise sa grande collecte. Nous avons le plaisir pour ce de recevoir Richard Audier, directeur général du Fonds social juif unifié. Bonjour Richard. Bonjour Steve. Pouvez-vous rappeler en quoi consiste l'appel national pour la Tzedaka? La durée, les événements, les dons récoltés, les besoins? Alors la durée c'est 1 an, mais avec une campagne de collecte 1 mois, c'est ça. La campagne de la Tzedaka, c'est une campagne de collecte qui dure 1 mois. Bien évidemment, le programme finance toute l'année. Et quelle est la folie de ce programme? Elle est simple, c'est de se dire que dans le champ du social, on ne peut pas résoudre les problèmes tout seul. C'est-à-dire que la France a organisé l'aide sociale par spécialité. Les anciens, les handicapés moteurs, les personnes en situation de handicap mental, les autistes, les pauvres, etc. Et en fait, les problèmes sont majeurs, sont transverses. Et nous, en fait, on met en dialogue des centaines d'associations pour trouver des réponses collectives au parcours des familles. C'est-à-dire qu'on répond, c'est votre émission, vous avez dit Steve, à l'origine. Nous, c'est en fait vos problèmes qui sont nos réponses. Donc on ne vient pas amener des réponses qu'on a identifiées, mais on vient écouter les gens et on vient amener des réponses. Ça, c'est simple. Pouvez-vous rappeler l'étymologie du mot tzedaka? C'est souvent traduit par la charité, mais en fait c'est plus précisément la justice. C'est un commandement omniprésent dans le judaïsme. Sur qui pouvez-vous compter dans cette grande chaîne? Combien de bénévoles? C'est des milliers de bénévoles. Rien que cette année, au Fonds social, on a eu 6000 donateurs supplémentaires. Donc on a d'un côté les bénévoles qui viennent passer du temps et de l'argent, de l'accompagnement, de l'écoute, du lien social, de l'accompagnement dans les colonies pour les seniors ou pour les jeunes. Également des très nombreux donateurs, c'est des dizaines de milliers de donateurs. Et ensuite, c'est tout le parterre de ces associations. Donc on peut aller en centaines de milliers. Ça dépasse largement le sentiment communautaire un peu isolé qu'on peut avoir, surtout post-7 octobre. Et donc c'est une opération qui est gigantesque, puisqu'il y a aussi les salariés, notamment des centres médico-sociaux ou de protection de l'enfance, de l'OPEJ, du CASIB, de l'OSE, de l'EFTOF, etc. Donc c'est extrêmement important. C'est une opération qui est magnifique parce que, alors que vous aidez des gens qui sont dans des situations très difficiles et particulières, vous essayez souvent de contrecarrer ça par quelque chose de festif, de culturel. C'est quoi l'idée? C'est de faire un appel le plus large possible et qui est devenu peut-être encore plus large depuis le 7 octobre parce qu'il y a une prise de conscience? Alors j'aime bien prendre des référents contemporains quand on parle de Tzedaka et on était à un séminaire des ONG juives et israéliennes à Washington cet été qui essaie de travailler sur ces sujets en collectif et notamment post-7 octobre. Et on est tombé dans une citation de Martin Luther King. Et Martin Luther King disait, c'est quoi la justice en fait? Il dit, la justice, c'est 3 niveaux. Le premier, c'est de donner à boire et à manger 3 fois par jour. La deuxième, c'est d'amener un principe de dignité. Et c'est quoi son principe de dignité? C'est la culture et l'éducation. Et le troisièmement, bien évidemment, c'est la liberté, la fraternité, etc. Mais si on enlève à la personne qu'on vient aider la culture, le divertissement, le sourire, le regard, en fait, on ne fait pas une tzedaka. On n'est pas justement dans une notion de justice, on est dans une forme d'obligation. Et là, c'est le fisc qui fait ça. C'est vos charges sociales. Mais si on veut amener de l'humanité, on est obligé d'amener autre chose. Combien d'associations vous aidez par an? Certains s'occupent des enfants, d'autres des personnes âgées, esseulées, d'autres des personnes qui sont dans la nécessité mais qui essayent de garder une dignité pour qui il est très dur d'aller chercher quelque chose. Vous en aidez combien? Alors, le budget, par exemple, pour le Fonds social, de la partie solidaire pure, c'est 43% de notre budget environ, donc c'est près d'une dizaine de millions d'euros. Mais on a des programmes qui sont en fait transverses. On les différencie pour des raisons d'organisation. Mais si je prends l'exemple des écoles, on a un programme qui s'appelle Horizon Enfance qu'on a écrit cette année pour sortir les enfants qui sont en difficulté de dyslexie, des difficultés familiales, des préjudices, des violences interfamiliales, de la drogue, de l'alcool. Donc c'est un programme qui regroupe là à la fois les écoles, les groupes de médico-sociaux de la communauté, le CASIM à Marseille, l'OPEJ, on en a parlé, etc. Et donc, en réalité, c'est des centaines d'associations. Et pour les écoles juives, c'est 112 groupes scolaires. Donc, vous voyez, on est sur 400-500 structures en fait, qui bénéficient de ces programmes liés à la générosité. Et comment vous les choisissez, ces associations?
Là aussi, en fait, on a deux moyens d'aider. Alors nous, on a mis un slogan sur le Fonds social, on dit « Votre cœur a toujours raison ». Pourquoi ? Parce que si on raisonne qu'avec le cœur sans la raison, on vient répondre à de l'affect. Et l'affect, c'est bien, mais c'est subjectif. Donc nous, en fait, on a créé des parlements de décision. C'est une structure qui est reconnue d'utilité publique. Donc on vient donner des structures de contrôle des indicateurs d'efficience. Parce que comment vous décidez d'affecter 1 euro ou pas ? Je prends un seul exemple qui est très, très fort. On a des familles qu'on a rapatriées suite au drame qu'il y a eu le 7 octobre en Israël. Ces familles-là, par exemple, elles ont le droit à de l'aide sociale de l'État. Mais il faut mettre en place le système. Donc c'est 2, 3, 4 mois pour mettre en place, refaire leurs papiers, refaire la CMU, leur trouver un logement. Que fait la Tzedaka, justement, c'est de se dire, ceux-là, en fait, on va surpayer le début pour que, en fait, les 2, 3 premiers mois, on vienne compenser ce que l'État ne fait pas, et ensuite on prend en charge. Donc pour arbitrer ça, il faut des gens qui ont une capacité de trancher pour décider comment on arbitre la mise de fonds. Et donc on a une commission sociale dans laquelle il y a des gens qui ont été au ministère de la Santé, directeurs de structures médico-sociales, experts comptables, avocats, les équipes du Fonds social, des bénévoles, et collectivement on décide. Et ensuite, c'est soumis au comité directeur du Fonds social. C'est un peu lourd, mais ça permet une éthique du début à la fin de la chaîne. Bien sûr. Est-ce que, suivant les années, comme par exemple cette année, où on sait tous que de près ou de loin, il y a quelque chose de traumatique à soigner en priorité, est-ce que vous avez une association phare que vous décidez d'aider ? Alors oui, tous les ans, on a des programmes phares. On a fait, d'ailleurs c'est intéressant de le dire, c'est que grâce à la Tzedaka l'année dernière, on a ouvert, on a lancé le chantier de la BPEH, donc enfin ce doublement des surfaces pour les personnes en situation de handicap à Paris. On a fait la même chose avec Beyahad à Marseille. On a aussi développé l'école Oratora à Marseille, c'est l'école de la seconde chance. Donc tous les ans, on vient sélectionner des programmes. Là, on a deux pôles qui vont être décidés justement par l'arbitrage collectif. Un grand sujet majeur qui est oublié, c'est les seniors. En France, il y a 650 000 personnes en France qui ne voient personne et qui ne parlent à personne chaque jour. Et 2,4 millions qui ne parlent à des gens que par intérêt. C'est-à-dire c'est un pharmacien, un docteur ou un banquier. Et dans la communauté, nous avons ça. Et donc là, on est en train de mettre un plan énorme sur ces personnes, puisque la communauté juive s'est disloquée depuis quelques années, et notamment ces derniers temps. Les gens ont changé de ville, changé de quartier, changé de pays, et on se retrouve avec des seniors totalement isolés. Donc on est en train d'établir un plan senior qui est monstrueux, et dans lequel, j'allais dire, on est devant une chaîne de télé. Il est plus facile de montrer un enfant, une personne qui est dans la difficulté alimentaire, que des seniors. Mais en réalité, notre dignité d'homme, c'est de s'occuper de nos ancêtres. Donc ça, c'est un chantier colossal. Et le deuxième, j'allais dire, grand chantier, c'est sur le handicap, justement, sur les jeunes. On se rend compte, justement, avec la culture que l'on a mis en place de la Tzedaka, que si on sauve ces jeunes, en fait, ils ont une capacité d'avoir une autonomie. Alors, on l'a vu avec le film de Toledano Nakash, qui est exceptionnel. On l'a vu avec la BPEH. Mais en fait, on se rend compte que dans nos écoles, il y a énormément de gamins qui ont des difficultés d'apprentissage, des difficultés de comportement. Et je vous donne qu'un chiffre pour vous montrer le sujet. Si on sauve un enfant aujourd'hui qui est en échec scolaire totalement, si on prend du début à la fin de la chaîne, c'est presque 100 000 € d'investissement public, collectif, social, mais il est sauvé. Si on ne le prend pas en charge quand il est enfant, c'est une charge pour la collectivité de plusieurs millions d'euros. Donc c'est comme ça qu'on doit arbitrer aussi nos choix. Je pense, et surtout pour nos téléspectateurs, que souvent on a des automatismes un peu idiots, comme les a priori ou comme les interprétations. Et souvent on a le sentiment de voir comme ça ou de se dire que la communauté juive est tellement solidaire qu'elle ne manque de rien. Est-ce que vous pourriez me dire quelle est la situation dans la communauté juive aujourd'hui face à la précarité ? Alors le mot préféré de tous les dirigeants communautaires, c'est un mot en hébreu qui dit « ardout », unité. Et c'est un peu comme quand un psy il reçoit quelqu'un, il lui dit « comment tu vas ?» et qui répond par une phrase négative. « Je peux aller mieux, mais ça va ». En fait, c'est le « je peux aller mieux » qui est intéressant pour le psy. Et donc si nous on dit « ardout », c'est qu'en réalité, il n'y a pas d'unité, il y a une vraie difficulté, on essaye.
de partager les programmes. Chacun essaie de maintenir, j'allais dire, sa routine. On n'est plus dans une routine, on doit travailler collectivement. Donc on essaie de mettre en place, et c'est un sujet qu'on a vraiment, j'allais dire, on a pris ce combat avec Ariel Goldman, le président du Fonds social, se dire il faut imposer l'unité. Et comment on impose l'unité? C'est justement par essayer de penser une vision stratégique. Donc une vision stratégique, c'est on a fait un observatoire de la jeunesse avec le département Noé de la jeunesse pour se dire quels sont les soucis des enfants. Éclairage évident, par exemple, sur l'antisémitisme. Ils ont tous été confrontés à ça, ou sur les drogues, comme on en a parlé, ou l'alcool. Donc il faut que tout le monde s'approprie ça. Donc quand on fait des shabbats avec de l'alcool, on trouve que c'est exceptionnel, sauf que ça donne une addiction et une permission d'une autorité religieuse à une déviance pour des jeunes. On voit qu'on a un sujet majeur. Et puis on a le sujet de la violence, le sujet de l'immobilier dans la communauté. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on on est des bâtisseurs? À quel endroit? Est-ce qu'on doit... Voilà, tous ces arbitrages-là, en fait, tout le monde est dans son petit champ et dans ses marques. La folie de la campagne nationale de la Tzedaka, c'est de dire on oublie les marques, on pense à la cause, on pense aux bénéficiaires. Et la marque, elle viendra après. C'est un défi qui n'est pas toujours au rendez-vous. Chaque année, il y a une habitude très belle, c'est de choisir un ou des parrains qui sont des figures et qui vous accompagnent pendant toute la campagne de la Tzedaka. Cette année, c'est Éric Toledano et Olivier Nakache qui sont deux réalisateurs remplis de talent. Quel va être leur rôle pendant cette campagne? En fait, on dit toujours parrain un jour, parrain toujours. Donc pour les médias, pour la communauté, ils ont l'impression que nos parrains, ils vont travailler un mois pour la campagne. Mais c'est absolument pas vrai. Steve Sussa, vous le savez mieux quiconque, vous avez été parrain et vous savez que c'est un métier qui ne s'arrête jamais. Patrick Bruel, Boujna, Michel Larocque, enfin la liste est longue. Et pour notre duo de cinéastes, c'est exactement la même chose. Ils démarrent déjà aujourd'hui cette réflexion depuis des mois sur comment ils vont pouvoir passer les messages en fait. Comment on fait passer les messages de solidarité, les messages d'empathie, les messages d'universalité? Parce que être juif, c'est être universel. Et c'est le talent de Toledano Nakache. Quand ils font Les Jours Heureux ou lorsqu'ils font le film sur le handicap, le film sur l'éducation, Intouchable, en fait, ils sont universels. Bien sûr. Et donc, comment ils vont essayer de transcrire qu'une association juive coordonne des centaines de partenaires pour répondre à des besoins de bénéficiaires de façon universelle avec une identité juive? Il faut le talent de l'écriture de ces deux personnes qui sont exceptionnelles, qui nous accompagnent depuis des années. Et là, en fait, ils vont essayer de l'écrire. Là, on est dans une maison d'un poète, Bialik. Ils vont être les poètes, en fait, de la campagne de la Tzedaka. Ils vont écrire, avec leurs images, comme vous le faites, une poésie de l'aide sociale. Un cercle des poètes disparus. Un cercle des poètes actifs. Combien de personnes, pour que les téléspectateurs se rendent compte, c'est toujours très important, vous arrivez à aider par an? Nous, on pense de façon très directe, on est entre 50 et 60 000 personnes identifiables, comptées avec, j'allais dire, un référent social quelque part. Mais quand on réunit 4 000 personnes au Palais des Congrès, en fait, on vient de leur donner du bonheur. On l'a vu l'année dernière avec les derniers moments de cette campagne de la Tzedaka sur scène, avec les otages, avec Gilles Taïeb qui était parmi nous, où c'était une émotion collective. Et ces 4 000 personnes, on a soigné leurs âmes quelque part. Donc donner un chiffre, c'est compliqué, mais si je prends que l'exemple, parce qu'on a parlé des seniors, le département Passerelle qui s'occupe des survivants de la Shoah et des enfants cachés, on a plus de 3200 personnes qu'on a suivies cette année, plus 300 personnes nouvelles qui ont été accompagnées par le département Passerelle et la Fondation de la mémoire de la Shoah grâce à ce dispositif. Parce que ces gens-là qui étaient enfants cachés et qui étaient en fait bien jusqu'au 7 octobre, ils n'avaient pas besoin d'aide, ils n'avaient pas besoin d'écoute particulière. Le 7 octobre a fait sortir dans leur chair des traumas qu'ils pensaient avoir soignés. Et comme leur a dit Boris Cyrulnik, il leur a dit en fait, vous n'avez pas soigné vos traumas, vous les aviez justement mis en format trauma, vous les avez laissés au fond de vous. Et le 7 octobre est un déclencheur. Donc, incroyable, 300 personnes de plus qui ont été suivies par nous, juste sur les personnes seniors. Donc c'est une aide énorme, c'est les enfants qui partent en colo, c'est 2400 personnes qu'on aide en bourse colonie, c'est les cantines scolaires qu'on donne chaque année à la fois sur les collégiens, mais on a ouvert aussi aux lycéens. On s'est rendu compte que des lycéens qui pouvaient être majeurs ne mangeaient pas le midi, donc on a ouvert aux lycéens.
Donc le nombre, malheureusement, est très important. Les enfants, les adolescents, les lycéens, les vieilles personnes dans l'isolement, mais pas que. Le handicap, souvent synonyme d'exclusion sociale. Qu'est-ce que vous faites dans ce domaine? Écoutez, sur le handicap, on va faire 3 choses essentielles. La première chose, c'est qu'on va comprendre que le handicap, c'est un terme juridique, un terme social, mais ça ne représente pas une personne. L'INSEE considère qu'il y a 12 millions de personnes en situation de handicap en France, mais ce n'est pas vrai. C'est pas 12 millions, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1. Et donc nous, notre rôle au niveau de la campagne de la Tzedaka, c'est d'aller chercher des réponses individuelles, mais les plus collectives possibles pour rendre un côté efficient. Donc par exemple, les personnes sourdes, les personnes avec un handicap moteur, les personnes Asperger, les personnes qui sont enfants, qui sont adultes, les adultes qui étaient autonomes et qui bénéficiaient de l'aide des parents, mais dont les parents sont décédés. Et donc à chaque fois, on s'appuie sur un tissu associatif qui a eu une folie, c'est de répondre à ce problème. Et quand une association se consacre à ce problème ultra précis, nous, on vient prendre en fait leur travail de bénévole, leur travail d'associatif, pour le partager avec tous nos associations partenaires. Et donc on ne dit plus, on fait un sujet sur le handicap, mais on dit, là, ce garçon a un problème d'émotion, on va lui donner un cours d'art-thérapie. Cette jeune fille, elle rêve de danser et de partager la danse avec du handicap. On va lui monter un spectacle de danse dans lequel elle va être produite devant un théâtre où il y a 500 personnes et elle va apprendre à la BPEH à danser à des enfants. Voilà, c'est ça en fait ce qu'on a fait. Ça s'appelle de la couture. Et cette couture-là, elle ne peut être faite que par un tissu de personnes incroyables, tous les jours. Spectacle incroyable, d'ailleurs, cette jeune fille. Ah oui, c'était un des hauts moments de la campagne de la Tzedaka de l'année dernière. On a des images qu'on vous partagera. Les violences faites aux femmes, on a vu et on a eu la chance de diffuser l'année dernière un magnifique reportage sur la maison de Léa. Qu'en est-il aujourd'hui de l'avancée de cette maison? Avec Leftov, on a... c'est là, alors c'est intéressant parce que Leftov, ça veut dire le bon cœur. Et je vous disais tout à l'heure que le slogan du Fonds social, c'est « Le cœur a toujours raison ». Donc on a monté des programmes, on a financé les programmes, on a mis les éducateurs, l'immeuble est prêt. Et là, on attend les autorisations administratives. Donc on a fait l'inauguration avec Pascal Elbé et Michel Larocque. Et puis on a juste un problème d'administration, ce qui peut exister dans notre pays, qui est formidable. Mais pour un problème d'électricité, pour un problème voilà, on en est là. Mais les femmes sont prises en charge aujourd'hui. On a une trentaine d'appartements relais qu'on a déjà à Paris. On travaille avec une association qui s'appelle Une femme, un toit, qui fait pour les jeunes filles. Donc on a plein d'appartements de solutions. Et cette maison de Léa, elle est en train d'être ouverte. Et on va la démultiplier en région aussi. Alors, c'est des familles qui sont sorties de la situation de rue pour certaines, qui ont été déjà placées dans des hôtels pour certaines, qui ont été en famille pour certaines. Et là, aujourd'hui, avec ce projet, l'idée, c'est d'être l'étape juste avant, de reprendre une vie normale, classique, grâce à tout l'accompagnement qui va être mis en place, de l'accompagnement psycho, médico, social. Il se met en place pour combien de temps cet accompagnement de famille? Alors, ces mamans, avec ses enfants, elles viennent ici pour 6 mois jusqu'à 18 mois, en fonction de là où elles en sont dans leur travail social. On les aide à repartir du bon pied en les étayant, administratif, social, sur le plan du travail aussi, de la réinsertion professionnelle. Avec les filles réunies, enfin, Alors, il y a une équipe fixe ici de 2 personnes et ensuite on s'est adossé aux associations avec lesquelles on travaille, qui sont des professionnels de cette thématique. On va voir comment elles vont être installées, ces familles. Donc ça, c'est un appartement. Oui. Voilà, le salon Salon manger équipé. On a un auteur et un invité qu'on adore dans cette émission, que vous avez cité tout à l'heure, Boris Cyrulnik, qui nous a beaucoup appris et beaucoup donné avec son concept de résilience. Aujourd'hui, pour vous, donner de la résilience au maximum de gens, ça voudrait dire quoi? Écoutez, j'étais cet été sur un programme qu'on a monté en Israël sur le post-trauma, sur ce concept de chosen, de résilience en hébreu. Et on a beaucoup travaillé avec les données de Boris Cyrulnik, justement. Pourquoi? Parce que la campagne de la Tzedaka nous a montré
que si on s'occupait dans un moment de trauma, c'est un attentat comme Toulouse, un attentat comme l'Hypercacher, des personnes pendant 1 an avec une vraie assistance psychologique, la première année, il y a 95% de succès que cette violence subie, elle devienne un très mauvais souvenir, récurrent mais pas un trauma. Si on ne prend pas en charge pendant l'année, ça devient une difficulté. Et donc en urgence, on a utilisé ces apprentissages de la campagne de la Tzedaka, la façon dont on gère le trauma, pour essayer de monter des programmes avec des Israéliens pour 240 000 enfants du Sud et du Nord qui étaient réfugiés. Donc nous, on n'avait rien à leur apprendre du tout. Sauf que le 7 octobre, c'est de la violence nouvelle, donc personne ne sait comment faire. Donc la seule chose qu'on a appris à nos amis en Israël, c'est de se dire, mettez-vous ensemble, faites un effet de levier d'apprentissage. Et donc, avec la fondation Keren Rashi, on a réuni une dizaine d'associations américaines, canadiennes, israélienne pour dire voilà, regardez comment on peut faire ensemble, justement Ardout, unité, comme on le disait tout à l'heure, pour amener une solution pour faire, dans l'année qui vient, de passer tous les enfants dans les écoles et collèges du Sud et du Nord en Israël. Et c'est ça qu'on a mis en place. Donc la campagne de la Tzedaka, c'est un modèle en fait de capacité de partage. C'est ça qu'on aimerait voilà, donner comme leçon aujourd'hui. Cher Richard, nous avons demandé à beaucoup d'invités aujourd'hui, après cet événement du 7 octobre, où l'écho de notre origine, de notre identité est frappé en plein cœur. Qu'est-ce que voulait dire encore plus qu'hier le mot Teshuva? Ça signifie quoi pour vous aujourd'hui, après ce que le peuple juif vient de vivre? Écoutez, moi je prendrais un maître du judaïsme qui est très connu et en même temps qu'on ne comprend pas très bien, qui est Yeshayahu Leibovitz. Il est très connu parce qu'il a parlé de lui et en France on le reconnaît parce qu'il a dit un mot sur les territoires à l'époque. Mais en fait il dit une chose essentielle. Il dit Dieu, il n'a pas besoin de prière. On ne lui demande pas de soigner, on ne lui demande pas de réparer. On lui demande de l'aimer et de respecter ses commandements. Est-ce qu'on peut le faire, on ne peut pas le faire? Et il disait, il y a 613 commandements, et on sait personne ne peut respecter les 613, et on ne sait pas la valeur des uns et des autres. Par contre, ce qu'on demande à l'homme, et c'est cette teshuva-là, qui est à la fois un retour et une réponse, dans laquelle il nous projetait, il disait, la seule chose qu'on demande, c'est que les hommes se prennent en charge eux-mêmes pour amener le bien sur Terre. Et je pense que si on doit aller chercher un enseignement juif de tout ce qu'on vit en ce moment, c'est d'aller chercher une réponse en nous-mêmes, avec les valeurs que l'on a, et non pas aller chercher un miracle quelque part, une intervention divine. Et il faut que l'homme, en fait, soit conscient qu'on lui a donné un jardin d'Éden et qu'il n'est pas capable de l'entretenir. Et en fait, il faut avoir cette responsabilité-là de l'entretien, et c'est cette teshuva, en fait, qu'on doit faire, c'est de se sauver nous-mêmes de façon humaine. Revenir à soi? Revenir à soi. Merci. Merci beaucoup, Richard Audier, pour tout le travail que vous faites et toute l'intelligence que vous mettez avec vos équipes à cette écoute et à toute cette forme de transmission, de réparation dans toutes vos actions, et en France et en Israël. Merci beaucoup. Aujourd'hui, plus encore qu'hier, soyons solidaires de nos aînés, de notre jeunesse, de toutes celles et tous ceux touchés par l'exclusion. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet entretien avec Richard Audier, directeur général du FSJU. Reportage. Il y a plus de 30 ans, des philanthropes réunis au sein du Fonds social juif unifié ont eu l'idée de créer une campagne de collecte, un mois, du 15 novembre au 15 décembre de chaque année, dédiée à la lutte contre la pauvreté, contre la précarité, contre l'exclusion. Et depuis 30 ans, ce sont plus de 200 associations affiliées qui ont été aidées, permettant ainsi à des bénéficiaires de recueillir une aide, des aides et plus généralement un parcours d'assistance. Et puis, au long de ces 30 ans, il y a eu des animateurs de cette campagne. Et cette année, ce sont deux parrains que nous aimons, deux parrains que nous connaissons depuis longtemps, Éric Toledano et Olivier Nakache. On a voulu aller voir des associations, on peut dire, qui égrènent les parcours de vie. Ces associations qui sont aidées par la campagne de la Tzedaka, c'est le cœur nécessaire à la bonne santé d'une société.
J'ai l'impression que tu aimes bien Frédéric Lenoir. On peut tous avoir des galères. On sait que la maladie peut nous tomber dessus. On sait que des accidents de la vie peuvent nous tomber dessus. On sait que socialement, on peut être déclassé du jour au lendemain. Et donc, toutes ces associations-là représentent un peu le parcours d'une vie et aident des gens qui sont à chaque étape de leur vie. Bon, et après, qu'est-ce que tu veux faire? Les parrains de la Tzedaka, en fait, c'est un peu monsieur tout le monde qui va visiter les associations et qui peut dire aux autres donateurs « j'y étais ». Eric et Olivier, le travail qu'ils mènent est un vrai travail social. Alors, peut-être derrière la caméra, mais je trouve que dans toute leur création, ils mettent en valeur l'homme au sens noble du terme. Hein. Ils racontent des histoires particulièrement fortes dans le champ du social. On est honoré d'être là parce que c'est des modèles qui nous remplissent un tout petit peu d'espoir dans des moments où on vit tous communément avec beaucoup de difficultés. Et elle, c'est la plus jeune de la maison en ce moment. Ah oui? Ouais. T'as quel âge, Priel? 4 ans. Donc on a démarré comme ça avec l'Opège. Ensuite, on a été voir la table du cœur. C'est des gens qui n'ont pas de quoi se nourrir. Donc oui, ça aussi, ça peut arriver à tout le monde. Ensuite, on a été évidemment les Chaim Handicap. C'est des appartements formidables, ils cuisinent, ils sont complètement autogérés. C'est fantastique, on s'y sent bien. En fait, on a réussi à faire que notre fille, elle apprenne à être autonome. Et tout ce qu'on a pu enseigner à notre fille, on le partage avec les autres. Ces deux réalisateurs sont très touchés par le handicap, on le sait. Ils connaissent. Rouge, bleu. Ensuite, on a été voir nos aînés au Café des Psaumes pour voir ce qu'ils avaient à nous raconter. C'était formidable. On est très, très heureux d'être là, très heureux de venir à votre rencontre. Nous, en tout cas, on peut raconter comment on est arrivé à faire des films. L'appel national pour la Tzedaka, c'est un symbole du lien qui nous unit. Depuis l'enfance jusqu'au grand âge, on va à chaque fois se tendre la main, se donner la main pour traverser les étapes de la vie. Ce sont en fait des endroits cruciaux, capitaux dans nos sociétés. Et il faut que ces lieux-là puissent exister. Alors c'est compliqué à cause des normes, à cause des règles, et on en sait quelque chose. Mais il y a des gens qui se battent et qui arrivent à monter ces associations-là. Et je pense que la Tzedaka est incontournable pour ce genre d'institution, pour pouvoir exister. Sinon, elle mourrait, ce qui serait bien dommage, ce qui mettrait des gens encore plus dans l'embarras. Salut. Bonjour. Ça va? Ça va bien? Est-ce que tout le monde a mis son manteau? Oui. S'il te plaît. Bonjour. Gloire. Tu t'appelles Gloire? C'est génial comme prénom, Gloire. À l'origine, l'association Œuvre de protection des enfants juifs est née pendant la guerre pour sauver les enfants de la déportation. C'est à peu près 150 enfants par an dans nos deux maisons, avec des parcours assez longs, majoritairement qui sont décidés par les juges des enfants. Les services de jour, c'est environ 2600, 2700 enfants par an qu'on accueille de 0 à 25 ans. Je suis jamais là-bas, il y a tout son petit. Moi, oui. Qui connaît cette phrase? C'est des jeunes là. T'as vu la gentillesse qu'il a? Il dit que Stéphanie est la plus belle. Ouais. Eric et Olivier, leur venue, j'ai envie de vous dire, à la fois elle était exceptionnelle et à la fois elle était presque naturelle, d'une facilité de discussion, de dialogue, et surtout avec les jeunes. C'est comme si c'était quelque chose qui s'était déjà produit. Oui, Preston, ton frère, c'est Gloire. Et Juliane, c'est C'est assez frappant, ils font des assemblées. Alors là, c'était les enfants qui étaient là. Et ils leur ont demandé à tous ce qu'ils voulaient ou ce qu'ils souhaitaient pour améliorer leur quotidien. Et en fait, c'est ça qui est super, c'est cet échange permanent qu'ils ont avec les éducateurs, avec la directrice, quel que soit l'âge. Donc, vas-y Naya, on t'écoute. Mon fils me dit faire des repas autonomes. Ah. Et elle, c'est la plus jeune de la maison en ce moment. Ah oui? Ouais. T'as quel âge, Priel? 4 ans. 5e, salut. T'as été faire des courses? Ouais. C'est quoi que t'as acheté? Ah ouais, d'ailleurs. Ça fait combien de temps que tu es là, toi 2 ans. T'as quel âge maintenant? 16 ans. 16 ans. Et toi, comment tu t'appelles? Shaina. Shaina, toi, ça fait combien de temps que tu es là? J'ai l'impression qu'on s'est vu déjà. Depuis 5 ans. Ça fait 5 ans, ouais. Je suis en 3e.
Le brevet, hein. J'ai école. Ça rigole pas, hein. Oui. Bon, et après, qu'est-ce que tu veux faire? Architecte. Architecte? Ah, c'est bien. C'est génial. C'est super. Ouais. Il y a Marcel Lons de la Tzedaka qui est là-bas, avec Shagma. Regarde. Il est où, là? Il est là. Ah oui, il est là. Eh ben, voilà Marcel. En fait, je me sens bien ici, parce qu'en fait, ça fait des années que je suis ici. Et j'ai connu tout, enfants, pré-ados et ados. Nous, ils nous laissent en autonomie, et ils nous apprennent des choses. Par exemple, ils nous accompagnent à l'école. Maintenant, j'y vais toute seule. Quand je fais mes devoirs, je suis autonome, alors que quand j'étais chez les petits, j'avais besoin d'éducateurs. Ici, il y a la cuisine. Et là, c'est notre lieu, c'est le salon. C'est le lieu où on se repose, on se pose et on regarde la télé, on fait des trucs normaux. Là, c'est le bureau de notre chef de service qui travaille ici. Et ici, c'est le bureau des éducateurs. Il y en a, je considère comme des personnes de ma famille, parce que je me suis attachée à beaucoup de personnes ici. On prend soin de moi, ils viennent pour nous aider dans notre vie, etc. C'est une portion de ma vie qui sera gravée dans ma tête. Quand on se rend compte qu'on accompagne pendant près de 8-10 ans une jeune fille comme Shaina, d'abord ça nous rend responsables, ça nous honore, mais surtout ça nous oblige à faire de notre mieux, à essayer de la comprendre, à traverser avec elle les bons moments et les moins bons moments. Il n'y a pas toujours une vie marquée de réussite, il y a aussi des échecs, comme dans toutes les vies d'enfants et d'adolescents, et que les difficultés qu'elle choisira de nous adresser, à nous de les comprendre, de les traiter, de la soutenir quand elle aura besoin, mais de la rendre autonome. Je dis souvent que les enfants ne sont pas placés, ils sont confiés. Et dans cette décision qui est prise souvent à leur insu, les enfants ne décident pas d'être placés en maison d'enfants, à nous de créer la confiance. Et on fait quoi comme fête ici? Au Béjoin. Ah oui, on l'avait pas nommé celui-là. Exactement. C'est quoi? Le nouvel en chinois. Ah non. Moi, au début, quand j'étais nouvelle, je pensais qu'il n'y aurait que des fêtes juives. Alors que non, ils fêtent l'Aïd, ils fêtent le Nouvel An chinois, ils fêtent Noël. Et je trouve ça vraiment très intéressant. En fait, moi, ce que j'aime bien à l'Opech, c'est qu'on aime tout le monde. Il n'y a pas de personnes qu'on n'aime pas, il n'y a pas de différence, on est tous égaux. Ça m'a fait plaisir de voir des jeunes de toutes communautés, d'autres religions, d'autres couleurs. C'est cette société-là dont on a envie aujourd'hui. On nous montre tellement ce qui va mal dans notre société, on voit tellement les problèmes que quand on est là-bas, on se dit tiens, ça existe. Et en fait, on est reparti avec plein d'espoir grâce à ces gens qui s'occupent de ces mômes. Ensuite, on a découvert avec les Chaim Handicap un appartement dans le 14e. Mais c'est la clé de beaucoup de choses en fait. C'est la clé parce que ces enfants-là, mais maintenant c'est des jeunes adultes, c'est même pas des enfants, ils ont entre 25 et 40 ans, ils sont mis à l'écart. Ils sont mis à l'écart ou alors ils restent chez les parents. Et c'est difficile, ça donne des situations de vie qui sont compliquées. Mais là, avec ça, ils sont autonomes. Ils se gèrent, ils ont leur budget, ils font à manger, ils font leurs courses, ils sont autonomes, comme tout le monde. J'ai été très marqué et très ému, très franchement, par l'accueil qu'on a eu quand on est arrivé. Ils nous avaient préparé un goûter. En fait, on a réussi à faire que notre fille elle apprenne à être autonome. Et tout ce qu'on a pu enseigner à notre fille, on le partage avec les autres. Et là, dans cet habitat-là partagé, ils sont des autonomes, ils vivent ensemble. Ils n'étaient pas autonomes. Non, mais tu les as rendus. Voilà, ça fait 2 ans qu'on les prépare à vivre ensemble. Et ils ont des gens qui passent régulièrement. Non, j'ai pas les moyens. On est chez eux, là, en fait. Oui. Ça, c'est une chambre de maison. C'est super, elle est bien la chambre. Et là, c'est mes doudous. Ah, t'en as un paquet des doudous, hein. Ah ouais. Et les princesses et les princes, il y a tout le monde. Là. Ah ouais, t'as quel âge, Jérémy? 42 ans. 42 ans. C'est la première fois que tu habites tout seul ou avant t'habitais? Non, c'est la première fois. C'est la première fois que tu es autonome, c'est génial. Et encore, j'ai pas tous les livres. J'ai l'impression que t'aimes bien Frédéric Lenoir. Ouais, j'aime bien. La puissance de la joie. Ouais. L'association existe depuis uniquement janvier 2017. Bon, on n'a que du handicap mental, psychique et cognitif, surtout. Mais il y a des personnes qui ont de très gros troubles de coordination. Elle t'a fait quoi? Non, mon pyjama, c'est moi, je l'ai pour parler. Ah bon? Quand c'est Jérémy et ma soeur, ils me croient le matin. C'est vraiment? Non, je te vois pas, Non, mais ma soeur me croit le matin. Je suis heureuse que ma fille, qui va avoir 30 ans cette année,
il ne faut pas oublier, quand elle était petite, personne n'en voulait. Hein. J'ai été obligée de m'arrêter de travailler pour la garder. Elle avait des spectres autistiques. Elle faisait du flapping, elle criait tout le temps, elle parlait pas, elle dormait jamais. Elle ne savait pas utiliser une fourchette avant l'âge de 7 ans. Il fallait que je lui donne à manger à la main, dans la bouche. Qui n'a pas à boire? C'est un peu compliqué, c'est vrai, depuis l'année dernière, pour récolter des dons privés. Et heureusement que je peux compter sur le FSJU, justement, sur la tzedaka du FSJU. Mais je vais avoir besoin de plus parce que j'ai de plus en plus de demandes pour les vacances, j'ai de plus en plus de candidats pour les habitats partagés. Le fait de créer de l'autonomie et de faire coexister des personnes qui sont dans des situations complexes et d'avoir des gens qui habitent non pas loin de notre regard parce qu'ils sont différents, mais bien dans les immeubles, dans les villes, dans les centres-villes. Donc là, c'était à Paris et c'était bien de les voir ensemble. C'était bien. J'avais qu'une envie, c'était de rester plus longtemps. C'est un vrai lieu de vie. Je veux dire, le mot prend tout son sens. Il y a de la vie, il y a de la vie. Ce sont des gamins qui ont eu des parcours compliqués. Et là, eh ben, ça leur donne une place dans notre société. Et ça, c'est crucial. Bonjour, enchantée, Gaëlle. Ça fait combien de temps que ça existe? 27 ans. 27 ans, et ça a été créé, je vais vous montrer, donc par la famille Lieberman. Bonjour. Donc Madame Lieberman, on a fêté, c'est l'année au mois de juillet, donc c'est 90 ans. J'ai fait du cinéma, donc voilà. C'est vrai? Tous les jours. Oui. C'est un endroit assez incroyable et qui est comme un resto, en fait, où tous les jours, les gens qui sont dans le besoin peuvent venir manger. Cette femme est assez incroyable. De toute façon, toutes ces associations, elles sont portées par des gens incroyables. Il y a ses fils aussi qui l'aident, ses petits-enfants même qui l'aident. Donc c'est une aventure familiale. Je suis le président et fondateur, en compagnie donc de ma maman, Rana, avec qui nous avons mis la table du cœur en route il y a bientôt 28 ans. C'est une aide alimentaire d'urgence, un accueil de personnes en difficulté sous la forme du repas d'une cantine sociale qui donc fonctionne toute la semaine, du lundi au vendredi. Alors, on vient pas faire les inspecteurs de travaux finis. Hein. Ça, les gens, ils viennent chercher ces petites barquettes, c'est ça? Des paniers pour Shabbat. C'est génial. Alors là, c'est quoi? Du riz et du bœuf. Du bœuf bourguignon. C'est magnifique. Nous accueillons 60 à 80 personnes en service à midi. Pour ce qui est des distributions alimentaires, des bons alimentaires pour les fêtes, etc., on gère un fichier d'environ 700 familles. Et puis en fin de semaine, distribution de paniers de Shabbat. Là, on est en train d'atteindre environ 200 paniers distribués à chaque fin de semaine. Aujourd'hui, le budget de la table du cœur, ça se situe autour des 500 000 euros. La somme, il faut la couvrir par, bien sûr, des dons. Et effectivement, avec la participation de la tzedaka, du Fonds social, de le FSJU, pour effectivement bénéficier d'une subvention annuelle. Le déclassement social, ça mène à l'isolement. Parce qu'il y a beaucoup de honte. Les gens, évidemment, au niveau familial, au niveau social, tout tombe d'un coup. Et donc là-bas, c'est un lieu d'échange. On mange à table avec d'autres gens et on peut parler, on peut discuter. On a rencontré d'ailleurs des gens formidables. Là-bas, on a discuté avec tout un tas de gens qui ont eu des galères de la vie, des accidents de la vie. Et que ce moment-là d'échange, leur sert à remonter un petit peu. Je viens avec une pension d'invalidité et ça ne me suffit pas pour vivre. Madame Lieberman, elle a un cœur énorme avec sa famille. C'est grâce à eux qu'on... C'est à eux qu'on s'en sort. Alors je crois que c'est la volonté de la mairie de Paris de ne pas redonner ce lieu qui est un restaurant emblématique de la rue des Rosiers qui s'appelait le Café des Psaumes, de ne pas le redonner à un commerce qu'on trouve beaucoup dans la rue aujourd'hui, qui sont des commerces qu'on retrouve dans toutes les rues de Paris, pour garder un peu l'identité juive du quartier. Donc la mairie de Paris a proposé à l'OSE d'en faire un café associatif.
Historiquement, l'œuvre de secours aux enfants était une association qui était dirigée plus vers les enfants, et notamment pendant la Shoah et après la Shoah. Et avec le temps, ça s'est développé. Et aujourd'hui, c'est une association qui travaille sur le domaine du handicap, des personnes âgées, de la santé. Et donc, c'est dans le cadre du dispositif pour les personnes âgées qu'a été ouvert ce lieu pour en faire un lieu de vie autour de la culture juive. On fait des concerts, des conférences, des ateliers, plein de types de rencontres différentes. Et c'est un lieu de vie avant tout, quoi. On est très, très heureux d'être là, très heureux de venir à votre rencontre. Nous, en tout cas, on peut raconter comment on est arrivé à faire des films. Mais voilà, c'est informel. Toutes les questions sont les bienvenues. On est là pour faire connaissance. Et le Café des Psaumes, c'est un lieu où se retrouvent des personnes, je dirais, entre 70 et 100 ans, lorsque leur canne continue à les porter, pour sortir de l'isolement. Parce qu'en fait, la question de la bonne santé des personnes âgées qui ont souvent une question de dépendance, c'est le lien social. Chaque personne qu'on rencontre, c'est presque un film possible. C'est aussi pour ça peut-être qu'on est heureux d'être là aujourd'hui et de parler avec les gens, c'est qu'on ne se nourrit que des récits des autres. Je suis sûr que si on continue la discussion, on va commencer à écrire. Il y a très longtemps, on venait aussi ici, avec nos rêves, prendre des cafés dans ce café-là en disant, voilà, comment on va faire pour réussir à faire du cinéma et les courts-métrages, parce qu'on a démarré par les courts-métrages, les histoires courtes. Elles ont été pensées et écrites ici. Le Café des Psaumes, c'est un café social. Donc en fait, vous ne payez pas. On ne va pas demander aux gens de payer leur consommation. Et on a un système d'abonnement. Et on a un certain nombre de partenaires. Et là, Tzedaka est notre partenaire qui, année après année, vient contribuer au fonctionnement. C'est déjà un enjeu financier pour nous, parce que ce café social, ce lieu, il ne reçoit pas de financement public. Il existe grâce aux donateurs, mais c'est aussi un lien symbolique. Pour moi, le fait que le Café des Psaumes soit soutenu par l'appel national pour la Tzedaka, c'est un symbole du lien qui nous unit, parce que nous faisons partie d'une chaîne de solidarité. Je suis chrétienne et je viens au Café des Psaumes pour le vivre ensemble. Et j'apprends beaucoup de choses. Et moi, j'invite les gens à y aller parce que de bien se connaître, ça permet de mieux vivre ensemble. Je crois qu'on peut finir là-dessus. On peut finir là-dessus. Merci beaucoup de votre accueil. Je pense qu'une société se juge à la façon qu'elle a de s'occuper des plus fragiles et des plus vulnérables. C'est cette société-là dont on a envie aujourd'hui. C'est cette société-là qui nous manque, où on est un peu tous essentialisés, où on est tous un peu réduits toujours à une identité, alors que j'aime cette idée de mélange, cette idée de possibilité d'entente. De temps en temps, on se dit oh, on est dans une société qui est malade, où ça va pas bien. Bah, quand on est là-bas, ça redonne un peu d'espoir. Si vous n'allez pas bien, allez faire un tour. Les portes vous seront ouvertes. Je peux vous assurer qu'en sortant, eh ben, vous irez mieux, vous vous sentirez plus léger. C'est un magnifique médicament. Leur place à toutes ces associations, elle est capitale. Donc elle doit continuer d'exister. C'est pour ça que la campagne pour la Tzedaka est si importante, pour maintenir ces associations en vie. Pour moi, la Tzedaka, ça répond un peu à la traduction que j'en ai lue, qui est justice, en fait, qui n'est pas une façon, je dirais, empathique de s'occuper de l'autre en se disant moi qui possède, je vais donner à l'autre, et j'espère et un remerciement et une reconnaissance, mais bien de rétablir une justice, puisque parfois, il y a des gens qui ont plus que d'autres, d'autres qui ont plus de facilité que d'autres, et que je pense qu'il faut absolument être dans cette réparation et cette remise à niveau. Et j'aime l'idée que ce n'est que justice et pas une espèce de bon sentiment qui me permet de le faire. On est tous liés par un destin commun, on est en même temps sur cette terre, et forcément, je me sens un peu réchauffé parfois dans une période un peu compliquée à être avec des personnes qui sont en train de penser pour les autres et pas que pour eux-mêmes. Ça me fait du bien, ça m'a toujours fasciné.